L'argument qui consiste à dire ces grandes fortunes partiraient de France, Mais c'est faux. c'est faux. Il n'est pas anormal de dire taxe Zuckman sur les patrimoines de gens qui ont plus de 100 millions d'euros. Vous connaissez le Conseil d'analyse économique, qui travaille pour le Premier ministre. Il dit que les populations qui seraient susceptibles avec des hauts patrimoines de partir, c'est 0,003%. Alors, le Conseil d'analyse économique, effectivement rattaché au service du Premier ministre, a bien publié un rapport sur l'exil fiscal en juillet dernier. Les auteurs ont analysé plusieurs réformes fiscales de ces dernières années qui ont augmenté ou réduit les impôts des ménages les plus riches. Et ce qu'ils ont regardé, c'est le nombre de hauts patrimoines qui, dans la foulée de ces réformes, sont partis ou alors revenus en France. Leur conclusion, quand on augmente de 1% la fiscalité sur les hauts patrimoines, la part d'entre eux qui quittent la France se situe entre 0,003% et 0,03%. Bon, on remarque qu'Olivier Faure a fait le choix de retenir la borne inférieure, mais dans tous les cas, c'est un chiffre qui reste extrêmement faible. Mais attention, ce qu'Olivier Faure aurait dû préciser, c'est que le public ciblé par cette étude n'est pas exactement celui ciblé par la taxe Zuckman. T'es trompé. Le mec, il a pas... Et oui, quand on regarde la méthodologie de cette étude, on voit que les auteurs ont défini les hauts patrimoines comme étant le top 1% des Français ayant les plus hauts revenus du capital. Définition en soi tout à fait acceptable, mais qui est à mettre en parallèle avec le fait que la taxe Zuckman cible le top 0,01%. Et ça, d'un point de vue fiscal, ça change pas mal de choses, comme les auteurs du rapport le mentionnent brièvement dans leur conclusion. Parce que les gens très riches, ils ne gèrent pas leur patrimoine comme vous et moi, ni même nécessairement comme les gens du top 1%. Parlons concrètement, l'essentiel du patrimoine d'un individu lambda, lorsqu'il en a un, c'est généralement sa maison. Et ça se bouge assez difficilement à l'étranger, à moins que votre famille ait envie de vous suivre dans les montagnes suisses. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? Mais le patrimoine des ultra-riches, il prend des formes bien plus diverses. C'est des actions d'entreprise, des œuvres d'art, des yachts, et tout ça, c'est beaucoup plus mobile que votre maison. Ce qui fait que les ultra-riches, pour ne pas payer d'impôts, n'ont pas besoin nécessairement de quitter physiquement le pays. Ils peuvent juste déplacer leurs actifs ailleurs. Alors les techniques employées sont nombreuses, mais le principe est souvent le même. Faire détenir ces actifs par des structures qui s'enchevêtrent et avec pas mal d'intermédiaires. Souvent c'est légal, et c'est de l'optimisation fiscale. Parfois ça ne l'est pas, et c'est de l'évasion fiscale. Dans tous les cas, il y a des gens dont c'est le métier d'organiser ces montages fiscaux pour eux. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Bref, ce rapport cité par Olivier Faure, il va dans le sens de la littérature académique sur l'exil fiscal. C'est un phénomène qui existe bel et bien, mais dans des proportions très faibles. En revanche, ce que soulignent les auteurs du Conseil d'analyse économique, c'est qu'à chaque création d'un nouvel impôt, les stratégies d'évitement passent moins par l'exil fiscal que par l'optimisation fiscale, à laquelle les ultra-riches peuvent assez facilement se livrer grâce à la manière dont se compose leur patrimoine. Et pour revenir à la taxe Zuckman, d'un côté, c'est justement l'optimisation fiscale qu'elle cherche à combattre. En basant l'impôt sur le patrimoine plutôt que sur le revenu, ça devrait annihiler certains mécanismes d'évitement de l'impôt, et d'un autre côté, c'est précisément le risque d'optimisation fiscale qui laisse craindre qu'elle puisse rapporter moins que les 20 milliards d'euros annoncés.